bonsoir les camarades, les amis et les collègues. Comme toujours, très franchement, on peut être assez fier du nombre que nous sommes ici ce soir. Je pense que c'est particulièrement important face à la brutalité du capitalisme d'être capable de se regrouper, comme ça a été dit par les différentes interventions, d'être capable de dessiner des perspectives, d'être capable de se rendre compte qu'en réalité, face aux capitalistes, face à la bourgeoisie, aux impérialistes, il y a des possibilités, il y a des alternatives, il y a des possibilités de les affronter. Je voulais, parce qu'au meeting de Gennevilliers, mon intervention était essentiellement sur la situation internationale, je ne voulais pas centrer là-dessus aujourd'hui, et plus sur pourquoi en fait c'est quelque chose de fondamental, de militer, de s'organiser politiquement, de lutter. Mais très franchement, ça fout trop la rage de les voir. De voir tous ces capitalistes, tous ces impérialistes se pavaner, de voir comment ils essayent même plus de vendre qu'ils font ça pour les peuples, comment la question du pétrole apparaît de manière limpide comme l'objectif principal de leur guerre, de leur intervention. Les peuples du Liban, ils s'en contrefoutent. Le peuple iranien, ils s'en contrefoutent. L'impérialisme dominant des États-Unis et cet État génocidaire d'Israël, dont la bourgeoisie française porte une responsabilité énorme dans le génocide du peuple palestinien, dans le génocide du peuple à Gaza. C'est plus de 2000 morts, là, entre le Liban, parce qu'on a l'impression, ils nous expliquent les missiles Tomahawk, comment ils partent, où ils partent. C'est des hommes et des femmes, des familles qui sont détruites. Au Liban, les derniers chiffres parlent de 816 000 déplacés. On a la France qui dit « Attention, l'État libanais va s'effondrer ». Face à ça, on se rend aujourd'hui bien compte, ils se sont réunis, le G7, puisque vous savez que c'est Macron qui préside cette instance internationale. Elle est composée du Japon, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, du Canada, de l'Italie et de la France. Des bourgeoisies et des capitalistes qui ont du sang sur les mains, du sang des peuples depuis des décennies, qui ont tiré leurs profits, leurs richesses de la colonisation, des guerres, du capitalisme. Du capitalisme. Alors, on aurait pu penser, ils se sont réunis pour discuter de comment on arrête les bombardements, comment on arrête de tuer des peuples. Non, non, ils se sont réunis en fait pour discuter du pétrole, du prix du baril. Et comment ils essayent, pas d'arrêter la guerre, mais de réduire le prix du pétrole, parce qu'ils se rendent compte que ça va générer une crise pour leur profit, parce qu'ils se rendent compte que ça peut générer, y compris, un certain mécontentement, et on se rend compte qu'en fait, il y a des réserves stratégiques, ils appellent ça stratégique, c'est-à-dire des millions et des millions de barils qu'ils ont sous la main. Et on le dit ici avec fermeté, parce qu'on a vu ressortir, en fait, les sièges, les états de siège, comme au Moyen-Âge. Ils sont en train d'affamer le peuple cubain, 11 millions de Cubains et de Cubaines, dans lequel l'impérialisme dominant est en train d'interdire toute possibilité de commercer avec ce peuple, avec ce pays. Ils sont en train de l'asphyxier totalement. Et on se rend compte à ce moment-là qu'en fait, les alliés, fussent-ils chinois ou russes, ne servent à rien. Sont d'autres impérialistes dont la seule chose qu'ils regardent, c'est leur profit. La question des progressistes d'Amérique latine, des chavistes, des bolivariens, qui commerçaient, dont on voit bien qu'ils n'ont aucun problème aujourd'hui, en fait, à s'accommoder avec un protectorat yankee des États-Unis. Les peuples, les travailleurs, les travailleuses, on n'a rien à attendre, en fait, de ces nationalistes bourgeois. On n'a rien à attendre d'autres camps impérialistes comme la Chine et la Russie. Et si on avait encore des gens qui avaient le moindre doute, la situation actuelle le montre. Ils s'en contrefoutent. Ils s'en contrefoutent, la Chine et la Russie, des peuples.
tout comme les États-Unis et notre propre bourgeoisie et impérialisme. Ils s'en cachent même plus. Le ministre de la Défense, avant-hier, Pete Hegseth, il a déclaré, mais la guerre en cours en Iran n'a rien à voir avec un exercice de construction de la démocratie. Ça, on avait bien compris que ça n'avait rien à voir avec ça. Donc il faut le dire sans hésitation. Ça nous regarde, ce qui se passe là-bas. Ça regarde les travailleurs et les travailleuses d'ici. Il faut qu'on ait une position claire, sans la moindre hésitation. Non à la guerre impérialiste contre les peuples du Moyen-Orient. Aucune participation française à cette guerre pour le profit. Mais aussi qu'on ne paiera pas leur sale guerre, ni par des politiques austéritaires et antisociales dans lesquelles on verra de plus en plus des budgets militaires augmenter, des rafales contre la construction d'hôpitaux. Mais ni à la pompe, on ne va pas payer leur guerre à la pompe. Et donc, je suis tombé hier sur un communiqué de la CGT par rapport à la situation, c'est-à-dire la principale organisation ouvrière nationale, la CGT. Et je commence à lire le communiqué, je me dis face à l'urgence, je me dis ça commence bien. Une réunion immédiate doit être tenue. Je me dis on va faire bloc, classe contre classe. Et patatras, réunion immédiate doit être tenue à Bercy, ministère de l'économie. C'est sûr que les grands groupes pétroliers doivent trembler. Ce n'est pas pour les tailler, même si un peu quand même. Mais vous voyez, là on a la démonstration. Vous savez, souvent on dit, il y a ces petits refrains populaires qu'on aime bien. Les vrais potes, on les voit quand il y a une situation un peu compliquée. Hein? Bah là, les représentants des travailleurs et des travailleuses, au niveau international, on les voit quand il y a une situation un peu compliquée. C'est une impasse, cette politique. Qui est quoi? C'est quoi qui sous-tend cette politique? C'est quoi qui sous-tend ce communiqué? C'est pas ils ne sont pas courageux, ils ne sont pas forts. C'est toujours cette illusion de la collaboration de classe, du dialogue social. Tous les acteurs doivent se rencontrer pour une discussion transparente. C'est la fin du communiqué de la principale organisation ouvrière qui a dans ses statuts la question de la lutte des classes. Alors face à ça, je parlais de refrain et de potes. Vous l'avez compris ici, on est tous des militants et des militantes investis dans les bagarres et dans des luttes. Très souvent, on a plein de potes. J'ai envie, y compris au travers de ce live et autres, de m'adresser directement à un de ses potes qui est là, qui dit « Vraiment, ce que tu fais, c'est formidable. Bravo. Mais je vais voter pour la France insoumise. » Ou qui dit « Franchement, tu as du courage, hein. Mais tu crois pas que l'union de la gauche, ça serait pas mal ?» Alors là, c'est vrai qu'aujourd'hui, à Nanterre, avec 10 listes, tu l'as dit, Mathilde, 5 d'entre elles, ils viennent tous de la majorité, personne n'assume le bilan, ça ouin-ouin au niveau du Parti communiste français parce que le PS se barre, et ailleurs, ils sont ensemble dans d'autres endroits, mais en même temps, ils mettent en place des politiques austéritaires. Je ne vois pas pourquoi ils feraient autre chose quand ils sont dans des villes, alors qu'au niveau du gouvernement, sans même y être, ils laissent passer des budgets austéritaires avec des suppressions d'emplois dans l'éducation nationale. Mais toujours un peu ce message, gros big up Gaël, vas-y, c'est bien ce que tu fais, mais moi je vais, pour les choses sérieuses, je vote FI. Alors en fait, j'ai envie quand même de m'adresser, je voulais dire à qui, comment, quoi, qu'est-ce. On va pas dire, ouais mon collègue, ça fait genre un peu, mon collègue qui vote FI, que j'aime bien. Non, un dirigeant de la France insoumise, que je kiffe, que j'aime bien, que je respecte, Éric Coquerel. Mais franchement, juste un truc. Quelle question tu vas trancher à un moment donné dans ta vie? Cette question sur le pouvoir du patronat. On en finit ou pas avec le pouvoir du patronat? Il cohabite avec un autre pouvoir ou pas? Nous, quand on dit en fait que les travailleurs et les travailleuses doivent décider de tout, c'est parce qu'en fait on fait tout tourner, mais on veut imposer un autre pouvoir, qui est le pouvoir des travailleurs et des travailleuses. On ne veut pas donner l'impression qu'il serait possible de gérer le capitalisme. Éric, tu vas me dire, mais on ne veut pas gérer le capitalisme. Nous, on veut vraiment immédiatement
s'y confronter, lui donner en fait un visage humain, gérer humainement une bête vorace, féroce, dont le seul objectif, c'est de faire du profit, y compris en période de pandémie, de guerre. Mais comment on va le combattre? Avec des bulletins dans l'urne? Comment on fait? Eh bien, bon, lui c'est moins un pote, mais Jean-Luc Mélenchon, il nous donne une réponse. Ouais, il donne une réponse, Jean-Luc. Au moment là où ça a été tendu, et vous avez vu que l'union de la gauche et l'ensemble de la gauche institutionnelle, elle n'était pas au rendez-vous, hein, quand ça canardait sur la France insoumise, parce qu'un facho est mort, dont il faudra faire la lumière, hein, parce que de semaine en semaine, tu as de plus en plus de vidéos, tu as de plus en plus de CV du gadget, où très franchement, faut pas être très étonné que dans une manif pour un nazi, ça soit blindé de nazis. Mais tout le monde a trouvé normal de se dire minute de silence pour le nazi. Et tout le monde trouve normal qu'avant même de se faire condamner, les gars soient en détention provisoire. On le redit. On pense que combattre l'extrême droite, combattre les politiques antisociales, si on veut en finir avec l'extrême droite, ça se fera de manière massive, majoritaire. Mais on demande qu'ils sortent. T'as un Sarkozy là qui va chouiner parce qu'il a mené des guerres en Libye, parce qu'il s'est fait financer par Kadhafi pour pouvoir être président de la République, et qu'il a chouiné pour dire « Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une commutation de peine, s'il vous plaît ?» Ah non, c'est pas très pratique, le bracelet électronique à la cheville. Tu crois que c'est pratique de foutre la merde dans tous les pays du monde, comme ça a été fait par la France pendant des décennies et des décennies? Donc oui, la question en fait de comment on s'affronte, elle est essentielle. Et cette question-là, en fait, le fait de ne pas la trancher, est-ce qu'on est pour le pouvoir du patronat? Ce que disaient les camarades ici. On est contre, en fait. Mais je veux dire, mais en fait, il n'y a même pas besoin d'être très malin. Comment on peut défendre une société basée sur un ordre social qui est l'exploitation, l'oppression? Je suis obligé, pour vivre, de me salarier et de me faire exploiter. C'est-à-dire, tu me voles ce que je produis. Et en plus, je ne décide de rien. Et en plus, tu me traites comme une merde. Alors que dans tous les moments un peu critiques, on se rend compte que ce sont ceux qui sont dans les transports, ceux qui font le nettoyage, ceux qui distribuent le courrier, qui sont essentiels. Tous ceux qu'on méprise, tous ceux qui sont obligés de s'excuser 10 000 fois parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le bon mot, qu'ils n'expliquent pas la bonne chose. Et derrière, on voit quoi? Des présidentes de fac qui en fait refusent d'inscrire des étudiants qui sont issus de la classe ouvrière. Et évidemment qui sont issus de la classe ouvrière qui est la plus précarisée, c'est-à-dire ceux qui sont ressortissants de l'immigration et issus de l'immigration. On le dit avec force, sans la mise en mouvement de la classe ouvrière, toutes ces oppressions se maintiendront. Le patriarcat, le racisme, l'LGBT-phobie, tout ça se maintiendra. Et donc la question de la force des travailleurs et des travailleuses, elle est centrale. Et on ne va pas pouvoir esquiver cette question-là. Qui doit exercer le pouvoir pour l'émancipation de l'humanité? Nous, on y répond, les travailleurs, les travailleuses. On dit, c'est pas logique de vivre dans un monde où il faille se faire exploiter par un patron. Enfin, franchement, tu parlais d'enfants de 4 ans, mais qui peut trouver ça normal? Eh ben non, ici, à l'école, on dit c'est bien. L'État, il est là, t'inquiète, il va faire l'arbitre, tout va bien se passer. Puis tu te rends compte qu'en fait, non, ça se passe pas bien en fait. T'inquiète, il va y avoir des négociations sur les salaires. Puis tu vois parachute doré pour la PDG de la Poste. Tu vois des milliards et des milliards d'euros pour les milliardaires qui, depuis 2017, n'arrêtent pas d'en mettre plein les poches. Et une polarisation avec en fait tous les travailleurs et les travailleuses qui, eux, s'appauvrissent de plus en plus. Alors, ça peut sembler une vérité évidente. Il va falloir se battre, il va falloir se regrouper, il va falloir agir. Éric, tout ce qu'on a obtenu, notre classe sociale, ce n'était pas dans un programme électoral. C'est une évidence. Mais s'il n'y avait pas eu des occupations, des grèves, des généralisations de ces grèves, on n'aurait pas les congés payés, on n'aurait pas les droits que nous avons aujourd'hui. C'était facile, sans droit de grève, de bloquer les usines,
de les occuper? La répression, elle était plus sympa à l'époque qu'aujourd'hui? Mettre l'énergie et le centre de notre énergie autour des grèves, autour de la force que représentent les travailleurs et les travailleuses, c'est ça le rôle que doivent jouer tous ceux et toutes celles qui veulent en fait défendre l'émancipation. Parce que passer ta vie à dire vote et ça va régler, je reviens à mon pote Jean-Luc, quand c'était le bordel là, avec l'extrême droite, vous avez dit merde, il a oublié de parler Jean-Luc. Eh bien il revient. Nous croyons aux élections. Ça c'était pour se départir de... On n'est pas l'extrême gauche nous, hein. Attention, nous, on aime bien quand même l'extrême gauche parce qu'ils sont sympas, ils apportent des trucs, puis en plus j'en viens quoi, donc voilà, mais il dit, nous croyons aux élections comme moyen de la conquête du pouvoir. Et pour être plus précis, comme seul moyen de la conquête du pouvoir et de son exercice. Le problème, c'est qu'il ne parle pas de quel pouvoir. Et c'est là où on rentre dans la gestion du capitalisme. Alors Eric, comme je sais qu'on se respecte, qu'on s'aime bien, qu'on a même, fut un temps, milité dans la même organisation, peut-être que ça vaudrait le coup de le dire autour de nous. Et dans le cadre de cette campagne, ce que nous essayons de faire, c'est quoi? De le dire très largement, aux travailleurs, aux travailleuses, aux jeunes, à tous ceux et toutes celles qui en réalité galèrent. Mais pas pour se dire on galère, on est des victimes, on ne va pas y arriver. Pour comprendre les codes. Pourquoi en fait, si tu défends en fait la perspective de dire c'est par les élections que tu résous les soucis, qu'en fait tu veux gérer le pouvoir des capitalistes, mais pour lui rendre un petit côté plus sympatoche, qu'en fait tu vas arriver à ce qui se passe dans tous les pays où ils ont procédé comme ça dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les capitalistes disent hey, t'es mignon, ou t'arrêtes, comme Tsipras en Grèce, ou bien sinon tu dégages, comme Allende au Chili. Et donc il n'y a pas d'autre option que celle de faire en sorte que ceux et celles qui font tout tourner, à un moment donné, prennent leurs affaires en main. Et ne pas avoir ce point de vue, ça donne quoi? Ça fausse toutes les affaires sur tout le reste. Sur les revendications, par exemple. Ça donne des revendications bidons. Je me rappelle des camarades de la France Insoumise. Vous vous rappelez de ce moment qu'on a eu quand même assez magique entre juillet 2024, il fallait tous voter pour le NFP, le Nouveau Front Populaire, tu vas voir, ça va tout... Et puis après, hop, deuxième tour, vote Borne. Là, tu dis, merde, Borne, quand même, celle qui a mis la contre-réforme des retraites. Et puis, Darmanin aussi, hein, tu le mets dans la soupe. Là, non, quand même. Et puis, mais c'est pour l'unité, hein, l'unité antifasciste. Puis après, ça, boum, ça explose. Le PS revient le PS. Bah oui, dès qu'il a été ressuscité, il revient à ce qu'il est. C'est-à-dire un agent très clair de la bourgeoisie. Et donc, dans ce moment-là, nos camarades de la France Insoumise nous disaient le programme, rien que le programme, tout le programme du Nouveau Front Populaire. À l'époque, c'était pour mettre Lucie Castet. Et là, ça donne soit le programme, tout le programme, rien que le programme. Nous, on dit non, on ne veut pas ton programme du Nouveau Front Populaire. C'est 1 600 € net. Je sais pas comment. Nous, en tous les cas, on vit avec ça. Et même un peu en dessous. Pour les plus anciens, j'ai vu les collègues postiers à l'arrière qui me disent gueule, tu déconnes. Hein. Les plus vieux, on vit avec ça, mais tu peux pas vivre en fait. Tu survis avec ça. Donc demander ça, c'est quand même une vaste blague. Sur la police, l'État et les juges, ça a été dit. Non, il faut réformer la police, etc. Police de proximité. Non mais, je veux dire, les flics, moins ils sont proches de nous, mieux c'est. Me les ramène pas, s'il te plaît. Ni dans les quartiers, ni nulle part. Me les ramène pas. Non, je veux pas de police de proximité. Ça a été dit là, mais l'État capitaliste, c'est une bande d'hommes armés qui est là pour maintenir la domination quand ça pète. Sur la question de l'écologie, franchement, ça sonne bien. Tu lis le programme, rien que le programme, tout le programme, c'est planification écologique. Tu dis, super. Et quand le patron Total te dit, va me voir ailleurs si j'y suis, tu fais comment? Je veux dire, il faut les exproprier. Il faut réquisitionner ces entreprises. Je veux dire, si tu veux éviter que la planète soit détruite, va falloir bien foncer dans la propriété privée. C'est comme la question des licenciements. Imaginez quand même. Rappelez-vous pour les plus vieux d'entre nous, qui aurait imaginé, tu te disais, la Cour pénale internationale, un mandat d'arrêt, c'est le truc le plus up du plus up. Ils n'en ont rien à faire.
Là, ils votent la soi-disant nationalisation d'ArcelorMittal. Rien à faire. D'abord, c'est voté en première instance, deuxième instance, c'est plus voté. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit aux travailleurs et aux travailleuses, va au Parlement faire un rassemblement parce que c'est le moment où on va voter. Et puis t'inquiète, il y a la deuxième lecture. Au lieu de dire, adresse-toi à toutes les boîtes qui ferment, tous les plans de licenciement, combattons comme on l'a fait en 95, comme on l'a fait en 2006, sur la question du contrat première embauche, comme on l'a fait en 2019 et 2020 et en 2023 sur les retraites. Ils vont dire, on n'a pas gagné. Non, on n'a pas remporté de victoire revendicative. Mais ces manifestations, ces kilomètres franchis, ces grèves, ces piquets, ces liens faits, font qu'aujourd'hui la question des retraites, le fait de revenir sur la contre-réforme de Macron, si on n'avait pas mené toutes ces bagarres-là, toutes ces grèves, ils auraient pu faire tous les cinémas qu'ils voulaient à la tribune de tous les parlements qu'ils veulent, européens, nationaux, régionaux, municipaux. C'est les grèves qui ont obligé toute une série d'organisations politiques à devoir se positionner contre la réforme de Macron et à faire que ce soit un marqueur politique. Cette question-là, pour nous, elle est effectivement aujourd'hui centrale. La question des moyens qu'on a pour imposer, évidemment, nos bagarres. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long. 3 points. On dirait, merde, 3 points, ça va faire long. Non, je vous promets. Premièrement, nous, dire ça, c'est pas on dit ça et puis voilà. On propose l'unité d'action. Les camarades de la France Insoumise, aujourd'hui, en fait, dans la situation actuelle, je rigolais sur le communiqué de la CGT, mais il y aurait besoin, en fait, que les Besancenot, les Fabien Gued, directeur de l'Humanité que je kiffe, Éric Coquerel, Mélenchon, toutes les directions syndicales se rencontrent, discutent plan de bataille. C'est bien de dire on est pour en fait bloquer les prix à la pompe. Mais je veux dire, tu vas l'imposer comment ce truc-là? S'il n'y a pas des manifs, s'il n'y a pas des grèves, s'il n'y a pas la crainte de la part des grands groupes pétroliers que ça puisse dégénérer de leur point de vue. La question de l'unité d'action, on est pour. Ça va faire les 20 ans là, du CPE, contrat première embauche. Je t'en ai parlé du SMIC jeune là, que propose le MEDEF. Mais comment c'est parti en sucette cette affaire? Il y a eu l'unité d'organisation de jeunesse qui appelait à la grève, au blocage des universités, qui s'adressait aux travailleurs et aux travailleuses, qui se donnait les moyens de s'auto-organiser au travers d'assemblées générales, de comités de grève. Le nombre, il est central. L'organisation indépendante, c'est-à-dire autonome de ceux et celles qui, en réalité, vivent cette exploitation et cette oppression, elle est centrale. Mais c'est possible de le mettre en œuvre. Pourquoi c'est pas ça qui est à l'ordre du jour? Pourquoi on nous parle que d'unité? Pourquoi à la fin de ces élections, sûrement ce qui va être dans le calendrier principal de toutes ces organisations, c'est les présidentielles de 2027? Parce qu'ils ne croient pas dans la force que représentent les travailleurs et les travailleuses et leur capacité à tout changer. Et c'est ça la différence qui est fondamentale entre les révolutionnaires et cette gauche institutionnelle. Nous faisons confiance dans les travailleurs, dans la force qu'elles représentent. Est-ce que c'est facile? Évidemment que ça ne l'est pas. Évidemment que ça ne l'est pas. Les grèves sont jamais simples. Les bagarres sont jamais simples. Mais ce n'est pas juste les camarades. Ce n'est pas juste qu'on n'a pas le choix. Évidemment qu'on voit dans cette course de vitesse qu'il y a une question de eux et nous. Et franchement, en tant que travailleurs et de travailleuses, lutter, se regrouper avec d'autres, se poser le problème de quelle société on a envie de construire. Il n'y a rien de plus émancipant que ça, en fait. On pense quoi? Que dans la société actuelle, on va pouvoir passer entre les gouttes? Être le meilleur sportif? Être le meilleur étudiant? Le travailleur le plus emblématique de son service? Mais on ne va pas passer entre les gouttes. Leur logique, c'est toujours plus de profit, plus de guerre, plus de destruction de la planète et plus d'oppression. Face à ça, s'organiser, se regrouper. Et c'est ce qu'on propose avec le NPA révolutionnaire. C'est une petite échelle. Le nombre qu'on est là, c'est à l'image de notre classe. Mais j'ai envie de dire, c'est surtout à l'image de nos luttes, de nos interventions. C'est au travers de ça qu'on s'est connus, rencontrés, et de cette campagne politique. On en reste là ou on continue après?
au lendemain du premier tour. Évidemment que ça ferait une différence si tu avais un travailleur qui était au conseil municipal. Pas parce qu'il serait les yeux et les oreilles, s'il serait les yeux et les oreilles des travailleurs et des travailleuses, mais il serait le poil à gratter dans tous ces gens qui sont dans aucune bagarre, dans aucune lutte, qui ont du mal des mois et des mois avant de défendre le fait d'être médiateur pour les sans-fac à l'université, pour le droit à l'éducation. Je dis un truc basique. Évidemment que ça ferait une différence. Mais la plus grande des différences, c'est que le nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire, on s'est présenté dans 29 villes, 29 listes. C'est plus de 1300 personnes. C'est à la fois pas grand-chose et énorme. Si ces 1300 personnes font le choix d'agir, parce que les explosions sociales, ce n'est pas nous qui les provoquons, mais on peut y jouer un rôle. Et ça fait une différence si on sait dans quelle direction on a envie d'aller, si on a une boussole, une boîte de vitesse, une stratégie, une tactique. Et ça, c'est des choses qu'on peut aujourd'hui renforcer. Mais pas simplement ça. En tant que tel, nos camarades révolutionnaires, on n'est pas les seuls. Pourquoi partout où on ne sera pas présent, on appellera à voter pour lutte ouvrière? Parce qu'ils ont déposé plus de 280 listes. Ça fait plus de 10 000 personnes. Là encore, on considère qu'on additionnera ces résultats et qu'on a envie d'additionner ces militants et militantes. On a envie de dire une chose, les camarades. On peut faire autre chose que subir. On peut se donner les moyens de construire une autre société. Quand on dit, nous, le communisme, souvent on nous dit sur les réseaux, beaucoup, dans la rue, personne ne se permet de faire ce genre de... Ah, communisme, on l'a déjà vu, c'est... communisme, c'est quoi? C'est une société sans classe, sans oppression, ça n'a existé nulle part. On se revendique des révolutions ouvrières telles que celle de l'Union soviétique d'octobre 17. Mais qu'on ne nous mélange pas avec la perversion stalinienne. Qu'on ne nous mélange pas avec ça. Et aujourd'hui, s'il y en a qui avaient encore des doutes sur la Chine et la Corée du Nord, ce qu'ils sont... Ah, mais on rigole, mais on voit pointer le bout du nez de gens qui se disent Mao, c'est pas mal, la Corée du Nord, pourquoi pas, la Chine, il faudra le défendre, c'est un État ouvrier. Non, non. Nous, on n'a pas attendu 53 pour critiquer la dégénérescence bureaucratique. Évidemment que le courant de lequel on provient, communiste, internationaliste, trotskiste, eh bien, il a fait sien toute une série de questions qui sont essentielles. L'indépendance vis-à-vis des nationalistes, l'internationalisme, la nécessité de tisser des liens. Vous voyez bien, y compris des débats qu'il y a pu y avoir dans l'histoire. Les liens aujourd'hui de Cuba. C'était plus utile d'avoir des liens avec des États dégénérés qui ne défendent pas les travailleurs ou les travailleuses, ou de se lier à des travailleurs et des travailleuses, à des organisations ouvrières, à porter jusqu'au bout les intérêts de la classe. Ces questions-là, dans la période dans laquelle on est, vous voyez, tous ces masques-là, ils tombent. Mais ça veut dire que dans les périodes dans lesquelles on est à la fois dans des possibilités de guerre, c'est aussi des possibilités de révolution. Et ces choix de vie, on peut les faire individuellement. Je le disais hier à Lille, on peut se poser le problème, est-ce que s'organiser dans une organisation révolutionnaire, ça nie notre individualité? Mais c'est tout le contraire. Ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés, des expériences qu'on n'aurait pas forcément rencontrées, de se confronter à des problèmes qu'on n'aurait pas forcément traités dans le couloir que nous réserve le capitalisme à notre classe. Ce projet-là émancipateur, il est essentiel. On essaye de le porter à notre échelle. Et ces élections municipales sont un premier pas pour aller dans ce sens-là. Franchement, tous ceux et toutes celles qui sont aussi dans cette salle, qu'ils discutent autour d'eux, pour faire voter. Parce que ça ferait une différence s'il y avait des conseillers municipaux à Gennevilliers, à Nanterre, qui portent ce discours, qui le portent dans les conseils municipaux, qui les portent dans les entreprises, qui les portent dans les lieux d'études et qui les portent dans les quartiers. Ça ferait une sacrée différence. N'hésitez pas à laisser votre numéro. Ce n'est pas pour vous envoyer des pubs de la poste. C'est pour donner des informations comme celle que le 21 mars, eh ben on sera aux côtés de la famille de Naël, à Nanterre. Parce qu'on n'oublie pas et on ne pardonne pas ce que fait cet État policier, cet État raciste,
Mais pour ça, il faut des organisations. Regardez les colères qu'on a connues en 2016, en 2018, en 2019, en 2023. Si toutes ces colères-là se combinaient, ce sont des géants au pied d'argile. Mais pour ça, il faut des organisations implantées dans la classe ouvrière, implantées dans la jeunesse, implantées dans les quartiers et les lieux d'études. Et c'est de ça dont on aimerait faire un petit saut. Se dire qu'en sortant de cette campagne des municipales, on arrive à élargir notre toile, notre réseau, nos oreilles, pas juste dans les conseils municipaux, notre voix, dans les quartiers, dans les entreprises, pour quand les explosions sociales qui sont devant nous, on soit capable de justement y jouer un rôle et de poser cette question centrale. Sans nous, ils sont rien. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui décidons. Pouvoir aux travailleuses et aux travailleurs.